He finds space for the shot. He does! He does! And Chelsea lead by 3-0. And Giroud! He's come up with it. Chelsea are the champions. Their third title under Mourinho. They're fourth in the Premier League. They're fifth in all 60 years. Salut à tous, bienvenue sur le podcast God Says the Foot. C'est le tout premier. On est stressé, mais ça va bien se passer. On est poussé dans le domaine, mais ça va super bien se passer. C'est le début d'une saison de podcast en ligne pour parler du foot anglais, débattre et analyser les matchs, les équipes, les joueurs, etc. Donc le format est simple, c'est 45 minutes maximum avec 4-5 sujets maximum, avec des participants de tous horizons. Et donc essayer de sortir un podcast une fois par semaine. Et ce sera dispo donc sur SoundCloud et YouTube. Donc dans 5 jours, c'est le début de la première ligue. Il y a 2 jours, c'était le Community Shield entre Arsenal et Chelsea. Et donc pour inviter, nous avons aujourd'hui Arsenal French Club, représenté par Maxime. Max, salut Max. Salut tout le monde. Et French Blues, donc représenté par Cédric. Salut Cédric. Bonjour. Voilà, donc on est 3 aujourd'hui, d'habitude on serait plutôt 4, mais voilà, on va donc parler de plusieurs choses, du Community Shield, de la première ligue qui va débuter, et enfin du Mercato, donc sur ce format de 45 minutes, voilà. Donc commençons déjà par le Community Shield les gars, alors la rencontre a eu lieu dimanche à 15h, déjà brièvement, donc on rappelle le résultat, Arsenal gagne au tir au but. Donc après un match qui s'est soldé par un but partout et donc les tirs au but qu'ont emporté donc Arsenal. Déjà premier mot, Max, qu'est-ce que tu as pensé du match et qu'est-ce que tu as pensé aussi surtout, je dirais, de l'approche de l'équipe, notamment d'un point de vue, je dirais, mental. Bah écoute, je suis assez satisfait de cette rencontre, évidemment. Bon, la victoire a aidé aussi à établir ce constat, mais je suis content parce que en fait dès le début du match on est rentré directement dans ce match, quoi. Ce qui est quand même assez rare, où généralement sur des grosses affiches comme ça on est souvent un petit peu tendu par l'enjeu. Là directement on a pris le jeu à notre compte. J'étais surpris aussi par la réaction de Chelsea je les ai pas trouvés là en fait. Je sais pas ce que Cédric en pensera. Ouais, physiquement, j'ai trouvé ça limite, surtout le début de match en fait. Moi. Et j'étais surpris, il n'y avait pas vraiment d'opposition en début de match. Et j'étais très satisfait parce qu'en plus on a fait une préparation qui s'est déroulée, mais je pense qu'il y a eu aussi les voyages, mais on a été assez émoussé, je trouvais, sur les derniers matchs, et j'avais peur de ça également sur ce Community Shield, et du coup très satisfait dès le début du match. Après bon, il y a le but de Moses qui remet Chelsea dans le match, mais ouais, j'ai pas reconnu Chelsea sur ce match, donc voilà. Et qu'est-ce que t'en penses toi de Cédric, de cette analyse justement que Chelsea était un petit peu à côté de ses baskets? Bah écoute, en fait, j'ai comparé ce match avec celui de la finale de la FA Cup. Ouais, c'est de la finale de la FA Cup. En réalité, on a vu un Chelsea complètement dominé je dirais du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions, beaucoup d'opportunités d'Arsenal, très importantes, bien plus importantes encore que lors de ce Community Shield. Donc en soi, j'ai un sentiment mitigé en fait. J'ai un sentiment mitigé parce que d'un côté, par rapport à ce que j'ai vu en FA Cup, j'ai quand même vu un match bien plus équilibré, même si, comme l'a dit Max, je pense que au début, Arsenal dominait quand même les débats. Mais la réaction s'est quand même fait ressentir en fin de première mi-temps, et surtout directement à la reprise, vu que c'est là que Victor Moses a un peu surgi. Après, il y a excuse-moi. Ouais. Je te laisse finir, vas-y. Mais c'est juste que en fait, il faut quand même se dire que je dis ce sentiment mitigé parce que de l'autre côté, on n'avait pas affaire à un Arsenal au complet. On avait une absence de Sanchez, on avait une absence de Mustafi, on avait une absence de Ozil. On avait quand même des absences assez importantes qui font qu'on a affronté une équipe d'Arsenal remaniée,
et que malgré cet avantage, je dirais, on n'a pas su arriver au bout. Alors oui, il y a on va dire l'absence de Hazard qui a certainement beaucoup joué en attaque, et on l'a bien remarqué. Si moi j'ai vraiment un point négatif à citer, c'est principalement en attaque. Défensivement, on a quand même pas mal tenu le coup. Mais je me dis aussi qu'on joue contre une équipe qui sort de 9 victoires à Wembley consécutives. C'est-à-dire que Arsenal quand même est vraiment un expert dans ce stade. Que bon, Chelsea, tout à fait, et que Chelsea, par contre, sort justement. Maintenant, c'est sa 4e défaite consécutive en Community Shield. Le dernier a été remporté en 2009 contre Manchester United. Et ensuite, on a justement perdu 2 fois contre Manchester en 2010 et en 2012, et maintenant en 2015 et en 2017 contre Arsenal. Ouais, c'est vrai que moi, Chelsea, j'ai été assez déçu. Vous avez mis l'équipe, enfin pas l'équipe type, vous avez mis l'équipe type avec, en prenant en compte les blessures, on va dire, sans jeter tout de suite Morata sur le gazon, qui est juste, je pense, de la part de Conte. Mais moi, j'étais surpris en fait de la non-réaction de Chelsea en fait face à une équipe d'Arsenal. Et comme tu l'as dit très bien, c'est que ça m'a rappelé tout de suite aussi la FA Cup, quoi. C'était on pensait que Chelsea allait dominer les débats, et puis finalement la surprise Arsenal, on va dire, ou la déception Chelsea. Après, ça en fonction de comment on analyse le match, quoi. En fait, je dirais qu'on se retrouve dans une équipe un peu fragile depuis déjà quelques années. Chelsea n'a pas encore trouvé son identité qu'il avait, notamment lorsqu'ils se sont fait éliminer par le Barça en 2009, si je me rappelle bien, avec Iniesta qui a marqué un goal dans les derniers instants. Chelsea est une équipe qui fait moins peur qu'autant. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on l'a vu, il y a une année en général intéressante, puis hop, on retombe dans une année difficile, et puis hop, on retombe dans une année intéressante. Donc voilà, je pense que le jeu proposé par Antonio Conte reste quand même assez défensif. C'est un jeu qui est propre à Chelsea, qui marchait bien, on va dire, par la composition surprenante du 3-4-3. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on arrive à terme avec ce 3-4-3 ? Parce qu'il faut dire aussi, c'est que la première période de les matchs allés en première ligue sont très très bien passés. Après, bien sûr, justement, la lourde défaite face à Arsenal, Chelsea s'est ressaisi, ils ont fait leur série de victoires consécutives record, mais on a quand même vu progressivement dans le championnat, déjà à l'année passée, des lacunes, notamment une défaite face à Crystal Palace à domicile, qui était complètement hallucinante. Notamment à la fin, on a vu que c'était très très poussif. Même la dernière victoire, on se disait allez, c'est le match de la victoire face à West Brom. On a dû attendre un remplacement gagnant de Michy Batshuayi à la fin du match pour enfin se dire que bon, on peut soulever le trophée, quoi. Donc je pense que les problèmes ne sont pas nouveaux. Je dirais déjà depuis février, le 3-4-3 d'Antonio Conte commence petit à petit à faiblir, et je pense que s'il n'y a pas du sang neuf et une stratégie nouvelle qui se met en place dans les semaines à venir, on pourrait connaître une saison comme on l'a connue il y a 2 ans avec José Mourinho, où on a terminé finalement à la 10e place, quoi. Ouais, bah après je te trouve peut-être un petit peu sévère, Cédric, sur notamment par exemple tu as cité les exemples de Crystal Palace ou West Brom. Bon, après les mecs, ça reste des hommes, ils ont aussi la pression du truc. Moi, je pense, j'analyse Chelsea comme ça, et c'est pour ça que ça m'a rappelé aussi la saison dernière. C'est que Chelsea, à mon avis, la préparation de Conte, alors après, je pourrais pas, moi j'ai pas les capacités d'entrer dans les détails des entraînements d'Antonio Conte, mais moi je pense que la préparation est difficile pour les joueurs, et du coup, on pourrait voir, comme l'année dernière, un Chelsea un peu diminué physiquement, ou en tout cas qui a du mal à démarrer la saison, avec peut-être des matchs sans, des matchs compliqués comme l'année dernière, et ensuite un Chelsea qui est mode rouleau compresseur. Alors certes, l'année dernière il n'y avait pas la Ligue des Champions, cette année il y aura la Ligue des Champions, et ça tient à cœur à Antonio Conte, mais je pense qu'il faut peut-être pas analyser ça. Je pense que pas encore. Il est encore trop tôt pour mettre la sonnette d'alarme. Ouais. Néanmoins, je pense que quand on voit aussi en termes d'effectifs, mais je pense qu'on en reparlera, mais en termes d'effectifs, il sera intéressant quand même de voir des solutions dans la profondeur du banc, notamment grâce au mercato qui est encore ouvert en fait.
Parce que comme tu l'as dit, Antonio Conte est très ses entraînements sont basés sur le physique. C'est pas pour rien qu'il dit encore Alvaro Morata n'est pas encore en condition physique. Il ne parle même pas en termes de qualité, il parle seulement en condition physique. Parce que justement, c'est le football d'Antonio Conte qui est le pressing, et donc il demande une énergie débordante sous le terrain, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Max, donc qui représente Arsenal, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match, des joueurs, peut-être de la stratégie de Wenger également, et ce Community Shield, est-ce que pour toi, ça préfigure une bonne saison des Gunners? Bon, après, on peut pas se baser essentiellement sur ce match-là pour tirer des plans, parce que c'est beaucoup trop tôt. Après, ouais, il y a quand même des choses à noter en termes de joueurs. Il y a des joueurs qui sont sortis du lot, qui ont montré des choses qu'ils n'avaient pas montré par le passé. Je pense à Granit Xhaka. Je pense que ça peut être son année cette année. Il a mis un peu de temps l'année dernière à comprendre que oui, il a intégré un championnat physique, mais c'était pas une raison pour mettre des tacles à tout le monde. Et cette année, voilà, dans l'orientation du jeu, sa vision du jeu, son jeu long, on voit que... il a été essentiel, quand même. On voit que ça peut être une plaque tournante intéressante. Après, bon, il y a eu l'apport de notre nouveau videur du club, Sead Kolasinac, qui a été impressionnant. Déjà, il est impressionnant physiquement, donc c'est sûr qu'il saute aux yeux. Donc oui, ça peut être une bonne pioche. Puis voilà, on a toujours la même philosophie, des joueurs expérimentés entourés de jeunes qui peuvent exploser, comme on l'a vu lors de la prépa, le petit Reiss Nelson qui peut gratter quelques minutes cette année. Oh, il a mis un petit ponce. C'est quel joueur qui a mis un petit ponce, ce gamin-là, déjà, à l'entraînement là? Tu as pas vu la vidéo peut-être? Si, la vidéo, après il décale sur la droite, ouais. Je me rappelle plus à qui c'était. Ouais. En tout cas, oui, c'est super intéressant. Non, c'était pas à Koscielny. Ouais, peut-être. Le pauvre Koscielny. Ouais, bah oui, moi je suis d'accord avec toi, Max. Et moi, ce qui m'a impressionné surtout, c'était que malgré toutes les absences, on a quand même trouvé une cohésion d'équipe assez intéressante. C'est vrai que c'est ce qui a fait peur à beaucoup de monde là, quand la compo est sortie. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est quoi ce délire, ça sert à rien, on va perdre direct, on va prendre une volée. Mais non, mais après il faut aussi que tout le monde se mette au diapason. On a un groupe de joueurs, c'est pas essentiellement reposé sur 11 titulaires. Hein. Ouais, il y a des joueurs talentueux qui sont aussi sur le banc. Voilà, c'est ça aussi une équipe, c'est créer une émulation. Après, il y a Lacazette aussi qui a montré quelques petites choses intéressantes. Il manque de réflexe et d'automatisme encore. Ça va venir au fil des matchs. Ouais, voilà, et sur des déviations, sur des 1-2, sur du jeu en triangle, ce qu'on aime particulièrement Arsenal depuis toujours. Ouais. On voit que ça peut créer quelque chose d'intéressant. Derrière, le petit holding, il commence à prendre une dimension intéressante. Il y a quand même après comme l'a dit Wenger hier, il y a trop de joueurs sous contrat, il va falloir faire le tri. Mais je pense que ça peut être une saison quand même intéressante, même si le mercato n'est pas encore terminé, reste à voir ce qui va se passer. Moi, je suis pas super optimiste sur beaucoup d'arrivées en plus. Ouais, bon après ça, si tu veux, on en reparlera dans le mercato tout à l'heure là, dans une vingtaine de minutes. Mais c'est surtout sur le plan mental que je trouve qu'on a été bien sur ce match-là. Après, le rythme a perdu un petit peu d'intensité à la blessure de Mertesacker. Je pense que c'était peut-être au moment où il fallait enfoncer le clou et mettre un but. C'était peut-être à ce moment-là, donc le rythme est retombé. Et après, la mi-temps est arrivée. Bon, il y a eu le but de Moses. Il y a eu aussi le rouge de Pedro dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas ce que Cédric en pense. Je sais qu'il y a plusieurs personnes avec qui on n'était pas d'accord sur ce qui s'est passé. Donc voilà, évidemment le rouge a pu aussi changer la physionomie du match. Mais ouais, Cédric, qu'est-ce que tu en penses de ce rouge par exemple là? Bah écoute, au niveau décision arbitrale, je pense qu'il y a vraiment très peu à redire. Qu'il y a jaune pour simulation ou pas sur William, je pense que de toute façon le penalty n'avait pas lieu d'être. Après, beaucoup se sont focalisés sur le pied, mais en fait c'est le genou qui aurait légèrement bousculé le Brésilien. Donc je pense que voilà, il n'y a pas penalty sur ce coup-là, il n'y a peut-être pas jaune non plus. C'est vrai qu'avoir une jaune sur la tête, c'est quand même un peu gênant.
Surtout pour un joueur comme Willian en fait qui a l'habitude de revenir très bas pour défendre et aller chercher ce ballon parfois de manière agressive. Cependant la rouge est entièrement justifiée quand on regarde bien le coup de Pedro qui arrive clairement en retard et qui touche juste en dessous du mollet les joueurs, ça peut être très dangereux. Et bon, faut pas oublier que bon, le Community Shield reste un match officiel, mais beaucoup le considèrent comme amical et quand je vois ce genre de tacle, c'est totalement logique qu'il mérite ça. Après, c'est un tacle d'attaquant, quoi, un tacle pas maîtrisé, raté. Tout à fait, c'est un tacle. Ouais. Tout à fait, mais voilà, comme on dit, ce rouge a changé la physionomie du match. Est-ce que, déjà de 1, parce que c'est surtout sur cette faute-là que finalement vient le goal d'Arsenal, le but égalisateur, hein. Donc, déjà premièrement, c'est que cette erreur a coûté, cette faute menant à l'égalisation, mais aussi par le fait que, il y avait un homme en moins, et l'homme en moins, la défense s'est retrouvée embêtée, sur cette phase, d'autant plus qu'Antonio Rudiger a encore un peu du mal à trouver ses marques, c'est normal, il vient seulement d'arriver à Chelsea, mauvaise compréhension entre César Azpilicueta, tout à fait, ouais, une mauvaise compréhension entre César Azpilicueta et Rudiger, et voilà, et Kolasinac se retrouve tout seul, tranquille, faire sa tête, et voilà quoi. Donc c'est clair que la rouge a eu une influence, mais pas que. Mais disons que la décision arbitrale sont en bon perdant, je dirais que les décisions arbitrales sont totalement logiques. Mais après, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est un match officiel, c'est clair, mais dans l'aspect match encore de prépa, la saison n'a pas repris. C'est aussi pour ça que j'ai pas compris pourquoi Thibaut Courtois allait tirer un penalty. Quoi. Ça fait vraiment match amical, quoi. En gros, bon allez, vas-y, gardien, si t'as envie de tirer, fais-toi plaisir. Grand mystère, et en plus je trouve que c'était extrêmement dangereux de la part d'Antonio Conte parce que c'est détruire psychologiquement Thibaut Courtois ce qu'il a fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en ratant mental de gardien, après il faut qu'il en sorte pour aller tirer un penalty, il faut qu'il re-rentre dans son rôle de gardien. Une erreur qu'il a justifiée comme étant que Thibaut Courtois est l'un des meilleurs tireurs de penalty à l'entraînement. Oui, mais voilà, c'est clair que tu le fais pas à ce moment-là, quoi. Tu le fais pas en deuxième position et que du coup, en plus avec la nouvelle configuration des penalties, tu le fais tirer en deuxième position. Derrière, on a vu à sa tête que c'était fini. Il était plus concentré pour arrêter le reste. Donc, voilà, une décision difficile. C'était assez bizarre. Surtout venant de Conte qui doit être assez strict sur ses tireurs de coups de pied arrêtés, je comprends pas, j'ai pas trop compris. Hein. Ah, puis il y avait plein d'autres tireurs disponibles là, sur le terrain. Moi non plus, j'ai pas compris vraiment ce choix-là. Enfin bon. Du coup, ouais, voilà, ce Community Shield. Alors moi, je le voyais plus comme un match de gala en fait, qui pourrait faire démarrer en fait la saison. Hein. Moi, je le vois un peu comme ça, Community Shield. Bon, ça fait un trophée, c'est très bien, mais voilà. C'est peut-être aussi pour ça que Courtois, on peut le voir comme ça, que Courtois a tiré le penalty. Peut-être que finalement les joueurs étaient un peu, bon, c'est pas grave si on la perd. Mais bon, c'est vrai que d'un point de vue psychologique, moi je pense que ce match est quand même très important parce que ça permet d'aborder une saison de la meilleure des manières. Hein. Une équipe comme Arsenal qui avait beaucoup de blessés, etc. Il suffisait qu'ils perdent ce Community Shield pour aborder une saison un peu, on sait pas trop où ça va nous mener. Au niveau du mercato, on a trop de joueurs, on est bloqué, enfin on en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est vrai que cette victoire du Community Shield d'Arsenal fait beaucoup de bien à Arsenal. Pour Chelsea, moi je m'affole pas trop, je pense que Chelsea ont des objectifs intéressants cette année et voilà, je me fais pas trop de soucis. Cédric, je pense aussi que toi t'es pas trop alarmé non plus pour l'instant, tu dis qu'il y a des lacunes, mais je pense que ça peut... On va laisser le temps faire les choses. Laisser le temps faire les choses, en pensant que on a quand même des recrues intéressantes. Alvaro Morata qui a quand même qui montrait de belles choses. Maintenant, on espère bien évidemment que ça va pas tomber comme un flop à la Torres, hein, il faut le dire très honnêtement, parce que c'est quand même un prix fort qu'on a payé, et bon, maintenant, faut aussi voir quel va être le rôle de ce joueur, parce qu'en soi, Michy Batshuayi a quand même montré de belles choses, que ce soit en pré-saison, que ce soit déjà l'année passée, il a toujours répondu présent au moment où il fallait, quoi. Notamment lui qui a inscrit le but du titre, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon alors les gars, oui, vas-y, finis Max. J'allais dire, vous avez aussi une épine du pied à gérer là avec Diego Costa. Non
Ah oui, du coup, C'est pas lui, on en signé, parlera dans le mercato, mais ouais, c'est vrai que ça va être un sujet intéressant pour tout à l'heure, ça, Diego Costa. Les gars, on va passer au preview de Première Ligue, si vous voulez bien. On a parlé du Community Shield, et donc la Première Ligue commence ce week-end, dès vendredi, et du coup, ça commence par Arsenal. On va commencer par toi, Max. Toi, tout simplement. Et oui, Leicester. Ouais. Comment tu envisages, comment tu vois au moins ce début de saison, on va dire, pas la saison entière parce qu'elle est longue la saison, mais comment tu vois Arsenal en ce début de saison? Je pense que tu as beaucoup comparé par rapport à ce que tu as vu au Community Shield et puis en pré-saison, c'est normal. On ne sait pas quels joueurs, si tu as des infos là-dessus, les joueurs qui seraient présents alors qu'ils ne l'étaient pas au Community Shield. Je crois que Koscielny est suspendu, il me semble. Oui, pour les deux premiers matchs, donc Leicester et Stoke, on n'a pas Koscielny. Après, on verra. Normalement, Sanchez et Ozil seront là, il n'y aura pas de souci. Donc Sanchez, évidemment, le sujet incontournable depuis 2 mois. Ouais, c'est lourd. C'est un petit peu fatigant, oui. Mais non, moi je la vois très bien. Je vois très bien ce début de saison. Après, bon, on a un calendrier assez homogène. On a Liverpool au 3e match à Anfield qui va être déjà un test intéressant d'entrée pour voir justement où on en est. Et par la suite, voilà, on commence donc par Leicester, on va à Stoke derrière, donc Liverpool. C'est le moment de pérenniser ce bon départ de saison au Community Shield. Avec ce système, tu penses aussi? Ah bah ouais, Wenger l'a bien dit, pour ce système, il y a de grosses chances que ça soit le système de l'année, après avec des variantes en 4-4-2, repasser en 4-4-2 c'est quand même une révolution de Wenger, ça, hein. On l'a toujours connu en 4-3-3, 4-2-3-1, enfin comme on veut, hein, mais c'est vrai que c'est quand même une révolution de passer à 3 défenseurs derrière. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Je sais pas une révolution, oui et non, parce que à son arrivée, on a fait quelques matchs oui, c'est vrai. Oui. En 3-4-3. Mais dans le jeu moderne aujourd'hui, moi je voyais mal Wenger changer de dispositif comme ça. Surtout que ça a été assez révolutionnaire à l'époque où il est arrivé, puisque c'était l'époque justement où le 4-4-2 était en train de s'installer un peu partout, le 4-4-2 à plat. Et lui justement comprenait pas qu'on joue encore en 3-5-2 dans certains clubs d'Angleterre. Il a voulu imposer le 4-4-2 directement. Et certains joueurs n'étaient pas trop favorables, dont Tony Adams. Et après il a réussi à leur faire comprendre que c'était l'avenir. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxal de voir que maintenant, 2017, on repasse à 3 derrière. Bon, peut-être que c'est l'année pour lui de la sagesse, de comprendre un petit peu qu'il va falloir faire des modifications dans son approche tactique et même dans son approche tout court. Il a quand même changé pas mal de choses cette année. On le voit qu'il est en train de préparer aussi son départ, puisque finalement il est inéluctable, il va pas rester éternellement à la tête. Qui sait. Non, mais moi j'étais surpris par ce système parce que je me demandais si on avait les joueurs qui pouvaient entrer justement dans ce système-là. Moi j'ai été un peu sceptique au début, mais a priori ça s'est présenté comme une solution viable. Surtout qu'on a quand même eu un historique au niveau des latéraux assez fort. On s'est toujours appuyé sur des latéraux qui montaient, qui dédoublaient, qui allaient centrer. Donc là au début, ouais, ça fait un peu bizarre de repasser à un système à 3. Après, ça offre plus de liberté à certains et plus de percussions aussi à d'autres, comme par exemple un Alex Oxlade-Chamberlain. Après, il y a des joueurs qui sont... Oui, également, parce qu'on en a manqué aussi sur certaines phases, où justement on était dépassé à ce niveau-là. Mais il y a des joueurs forcément qui sont en train de sortir un petit peu du 11 et du radar même, parce que il va falloir justement qu'ils trouvent les ressources pour faire partie du programme et du projet, parce qu'un mec comme Bellerin, s'il se sort pas un petit peu les doigts pour parler vulgairement, c'est sûr que ça va être compliqué pour lui. De toute façon, il faut qu'il change ça, le De Barbier aussi, il faut qu'il change. Enfin bon, il y a plein de choses qui... C'est vrai que Bellerin, même, je sais pas si vous avez vu le tweet avant le match, c'était un peu présomptueux de sa part. Enfin, c'était un peu, ça manquait un peu. Oui, ça a marché, mais voilà, ça a marché heureusement pour lui parce qu'il se serait fait descendre.
Bon, voilà. Surtout qu'il se plaignait à la fin de saison d'avoir été un petit peu trop chahuté par les supporters. Donc après, on récolte un peu ce qu'on sème aussi. Donc il serait peut-être un peu mieux de bosser un peu plus à l'entraînement et d'être moins sur Twitter. Mais après, c'est lié aussi aux futurs départs qui vont se profiler parce qu'on peut pas garder trois latéraux à gauche si on continue. Après, Monreal passerait au centre, il serait center-back après. Ouais, il serait center-back, mais ça reste quand même. Il y a quand même un gars comme Gibbs aussi qu'il va falloir trouver une solution, savoir ce qu'on en fait. Mais ça, ouais. Mais c'est clair que ce système, c'est le système de la saison, ça c'est une évidence. Ouais, c'est clair. Bon, alors Cédric, et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de Chelsea? Alors, le système va a priori pas changer, normalement, vu qu'il a très très bien marché l'année dernière. Toi, comment tu vois cette nouvelle saison de Chelsea, toi? Mais écoute, déjà en observant bien le calendrier, on voit que on sera déjà mis à l'épreuve dès la deuxième journée, puisque on joue contre notre dauphin de l'année passée sur leur terrain. Donc on jouera contre Tottenham à l'extérieur. On sera tout de suite mis dans le bain, quoi. Comme un peu d'ailleurs Arsenal avec Liverpool à Anfield, forcément. Donc je pense que là il va falloir d'abord reconstruire l'équipe sans les premières journées vont être difficiles. Pourquoi? Parce que déjà on a perdu quand même Diego Costa, on a perdu pour l'instant Eden Hazard qui est indisponible. Il faut pas oublier aussi qu'on a perdu Matic, un cas quand même encore assez surprenant puisque même Antonio Conte semblait étonné de la vente de ce joueur clé l'année passée. Ouais, j'étais étonné aussi. Ouais. Ça a été un grand coup aussi. Donc je pense que comme l'année passée, on risque de se retrouver avec un début peut-être difficile, mais une reprise, une remontée que j'espère identique à la saison que nous avons connue. Après, est-ce qu'on va changer vraiment de dispositif? Pour l'instant, je ne pense pas. Je pense que le 3-4-3 marche bien. Il va falloir voir par contre qui sera en défense centrale. Est-ce que l'un va sauter? Je pense que David Luiz est indétrônable. On l'a encore vu lors du Community Shield. Très impressionnant, David Luiz. Ce système, il est pour lui, ce système-là. Moi, je trouve qu'à Paris, il était très limité. Tout à fait. Et à Chelsea, il a retrouvé ses marques. Il a retrouvé, tout à fait, exactement. Et je pense que Gary Cahill, malheureusement, commet certaines erreurs, mais c'est le nouveau capitaine. C'est pas pour rien qu'à mon avis qu'Antonio Conte l'a nommé nouveau capitaine. Je pense pas que c'est pour le laisser sur le banc durant l'année. Et pourtant, c'était celui qui était le plus discutable dans les médias anglais, en sachant que César Azpilicueta, lui, garderait sa place, voire éventuellement passerait du côté des latéraux tout à fait, du côté droit, mais alors là ça se discute parce que il a connu ça. D'abord, on l'avait mis du côté gauche pour essayer de remplacer Ashley Cole, finalement qu'on n'a jamais su remplacer. J'ai envie de dire dans ce couloir latéral gauche. Donc ici, les possibilités sont amoindries. On va dire que si Victor Moses a un problème, d'ailleurs notamment la première journée face à Burnley, vu qu'il est suspendu à cause de sa carte rouge en FA Cup. Donc comment est-ce qu'Antonio Conte va réagir? Je pense qu'il va pouvoir, à mon avis, réagir en mettant Azpilicueta sur le côté droit. Du coup, sur le banc, défense centrale, on a Antonio Rudiger, mais on a aussi Christensen qui est revenu de son prêt et dont j'ai encore lu hier soir qu'Antonio Conte était agréablement surpris. Qu'il a même dit d'ailleurs que il était meilleur en réalité qu'à la TV. Donc est-ce qu'il va vraiment lui donner sa chance à ce jeune défenseur de 21 ans qui a quand même bien percé au Borussia Mönchengladbach? Ça, on va voir. Au niveau des milieux, je pense que ça va pas beaucoup bouger. On aura, si, à la place de Matic, on va avoir Bakayoko qui va arriver. Je pense qu'une paire Kanté-Bakayoko peut donner vraiment une chouette dynamique défensive et vraiment une couverture importante. Sur les latéraux, je vois pas trop pourquoi ça bougerait. En d'autres cas, sur les milieux, là, tu parlais du duo Bakayoko-Kanté. Pour toi, ça va pas justement
justement compromettre les phases offensives justement. Moi c'est pour ça que le départ de Matic, je suis assez surpris parce que Matic arrivait justement à avoir ce lien, on va dire, un réel lien entre le milieu et l'attaque, entre la défense et l'attaque. Il a fait quand même quelques passes décisives l'année dernière. Moi, Bakayoko, je connais pas vraiment le joueur, je veux pas me prononcer trop dessus, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un joueur qui est plus défensif que Matic. Est-ce que je me trompe ou pas, Cédric ? Je pense qu'en fait, Bakayoko va apporter de toute façon autre chose que Matic apportait. Matic apportait, comme tu dis, un lien entre la défense et l'attaque, mais à sa manière, c'est-à-dire sur des passes courtes. À contrario, on a un Fabregas qui était sur le banc et qui lui est un lien du milieu vers l'attaque avec de longues passes en profondeur et toujours assez surprenantes et impressionnantes, surtout à voir en fait. Quand même lors de ce Community Shield, si Fabregas n'a pas été bon sans ballon, à ballon au pied, on va dire qui savait quoi en faire. Donc Bakayoko, je pense, est un mix entre les deux qui va apporter quelque chose, d'autant plus que la combinaison deux Français peut aider au niveau de la communication, au niveau de la coopération, au niveau du amical. On voit déjà au sein du club très souvent voilà, Michy Batshuayi et Eden Hazard qui sont tous les deux belges et l'entente est extrêmement forte, quoi. Donc je pense que ça va déjà bien aider. Maintenant, la perte de Matic va se faire ressentir, ça c'est certain. C'est quand même un vétéran du club. Il est parti, il est revenu. Il a quand même fait de belles saisons et maintenant, il est chez l'adversaire. Mais je pense que au niveau dans 3-4-3, il y a le 4 et le 4, il y en a déjà deux certains. Je pense bien que Bakayoko, Kanté vont faire la paire. Sous les latéraux, on verra en fonction du mercato. Je pense que malheureusement, on a subi un énorme échec dans le cas d'Alexandro, qui ne viendra très probablement pas à Chelsea. Max Allegri l'a encore dit que c'est impossible et c'est fort dommage parce que ce que Chelsea manque, moi je dirais, Marcos Alonso fait un très bon boulot du côté gauche, mais offensivement parlant, ses centres sont quand même encore fort critiqués et c'est justement ce que Alexandro pouvait apporter à Chelsea et surtout à Eden Hazard, puisque qui est-ce qui est devant Marcos Alonso, c'est Eden Hazard et on donne un caviar à Eden Hazard, il sait quoi en faire, il n'y a aucun problème avec ça. Après, Conte, il va peut-être adapter aussi en fonction, et certainement d'ailleurs, parce que c'est un très grand technicien, mais il va adapter ça en fonction de l'adversaire. Tu parlais de Fabregas par exemple, on pourrait voir contre une équipe peut-être supposée plus faible que Chelsea, ou une équipe notamment qui est regroupée à l'arrière aussi, ou qui joue du kick and rush, par exemple Stoke City, tu mets un Fabregas à la place de Bakayoko ou à la place de Kanté, mais plutôt à la place de Bakayoko je dirais. Ça permettrait de trouver des clés pour gagner ce match. Je pense que Fabregas était assez déçu de la saison dernière parce qu'il jouait très peu quand même. Cette année, il va falloir qu'il joue sa carte à fond et je pense qu'il peut rivaliser Bakayoko selon les adversaires et selon comment Conte voit ce match justement. Oui, surtout que on sort d'énigrer la Ligue 1, Bakayoko est encore jeune, il vient de la Ligue 1, et donc il va quand même devoir s'habituer au foot anglais, donc ça peut être un flop, finalement il n'est pas encore monté une seule fois sur les terrains, avec pour l'instant il est blessé, donc ça peut être il peut finalement être surpris par les conditions de jeu, etc., et en fait échouer en première ligue, ça on ne sait pas dire, comme d'ailleurs n'importe quelle de nos recrues, on ne sait pas encore dire. Maintenant, Fabregas en effet a été un joker comme l'année passée. Il ne faut pas le dénigrer. Et à chaque fois qu'il est monté, il y a quand même de nombreux matchs où il a apporté sa pierre à l'édifice. Et est-ce qu'il va continuer à aimer à jouer ce rôle de joker? Je pense que pour l'instant, il n'est pas annoncé sous le départ, malgré avec assistance au mois de janvier, très fort. Maintenant, il semble vraiment rester à Chelsea, et tant mieux pour notre banc, à vrai dire, et surtout pour, en effet, comme tu disais, apporter des solutions. C'est plutôt en attaque que je m'inquiète, dans le sens où on a un Pedro qui peut être excellent, comme un Pedro qui peut être décevant, très irrégulier. Voilà, il a une irrégularité très
très démonstrative, j'ai envie de dire. Eden Hazard devrait retrouver sa place sans aucun problème, en espérant que la blessure ne le ralentisse pas trop. Maintenant, on a perdu un cadre, on a perdu Diego Costa, alors que bon. Très, on le ressent on le ressent notamment lors de la pré-saison, lors du match face à Arsenal dimanche. Je pense que oui, c'est un joueur qui avait adopté le football d'Antonio Conte, un joueur qui en plus s'était calmé. Bon, même si on voyait bien que ça restait Diego Costa, c'est pas non plus voilà, mais il s'était calmé cette saison, je trouvais. Et son côté fair play repassait, et il concentrait son énergie au football. Et voilà, sa première partie de saison a été époustouflante. Après, en effet, progressivement, il a diminué l'intensité. Alors, je ne sais pas qui est le vilain canard dans l'histoire. Peut-être qu'en fait, Antonio Conte sait des choses que nous ne savons pas par rapport à Diego Costa. Peut-être que Diego Costa était déjà occupé à dire, voilà, de toute façon, je m'en fous. Il y avait une histoire comme quoi Conte avait envoyé. Enfin, après, voilà, c'est peut-être The Sun qui a sorti cette connerie, mais en gros, Conte a envoyé un message à Diego Costa lui disant, j'ai pas besoin de toi l'année prochaine. Voilà, tu peux partir. Il y a le problème aussi, c'est que l'Atlético Madrid, si le club n'avait pas été bloqué de transfert, il aurait certainement été sous les couleurs de l'Atlético Madrid aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. C'est clair que écoute, avec ça, je pense que voilà, l'attaquant, que ce soit Michy ou que ce soit Morata, va devoir quand même combler un énorme trou, même si face au Community Shield, j'ai pas grand chose à reprocher à Michy en soi, parce que il a tenté, et on va dire qu'il a pas été aidé par ses ailes. Très étonnamment, on a vu un Willian qui, moi, j'ai fort confiance en ce joueur, qui n'a pas été non plus au top de son niveau, et un Pedro qui, a fait quelques gestes intéressants, mais qui manquait de réalisme sur le dernier geste. On voit par exemple un tir qu'il a tenté, que Peter Schick a impeccablement arrêté. Mais voilà, il y avait Michy qui était tout seul dans le grand rectangle, fait la passe, et Michy avait peut-être les possibilités de. Donc on va dire qu'il n'a pas été fort aidé sur ce match. Donc c'est difficile à juger qui sera vraiment l'attaquant. Mais voilà, on verra bien dès ce week-end. On verra bien très vite, tout à fait. Dès ce week-end, même dès ce week-end, il faudra pas non plus faire des conclusions trop hâtives. Face à Burnley, je pense que on peut espérer quand même un match chez nous. Face à Burnley, je pense qu'on peut quand même espérer une victoire sans trop de difficultés, même si en première ligue, rien n'est jamais acquis. C'est clair. Donc on verra bien ce week-end. Donc du coup, Cédric pour Chelsea, tu penses que voilà, il y a des choses à rectifier. Max pour Arsenal, tu penses que voilà, ça peut bien démarrer. On va passer justement au mercato de vos équipes, et même le mercato général si vous le souhaitez. Si on peut bifurquer là-dessus aussi, il n'y a pas de souci. Commençons par Arsenal, vu qu'on vient de finir avec Chelsea. Alors le mercato d'Arsenal, c'est tous les étés, c'est un sketch. Tous les étés, c'est passionnel, XXL sur les réseaux sociaux. Alors après, il y a le fait aussi que le supportisme d'Arsenal dans les pays francophones, c'est assez développé. Et c'est souvent des gens qui regardent téléfoot. Mais voilà, cette année... on voit quand même qu'Arsenal a des manques. Alors, il y a trop de joueurs, Wenger a dit. Donc Max, si tu peux réagir là-dessus, trop de joueurs. Et notamment, j'ai envie que tu parles d'un joueur en particulier, je pense que tu le vois venir, c'est Lucas Perez. Parce que c'est quand même une énigme incroyable, ce joueur, qui a toujours répondu présent quand il a joué. Et ce mec-là, il va certainement retourner en Espagne, dans son pays, là. Et c'est un peu malheureux, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ce joueur très intéressant. Et à défaut de virer un Theo Walcott, voilà. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, Max, de ce mercato d'Arsenal pour l'instant, et peut-être là commencer par parler de notamment Lucas Perez ou des joueurs qui pourraient partir. Après dire que c'est un sketch, peut-être pas non plus, mais j'abuse, je fais exprès. Le problème étant que il y a des histoires redondantes depuis quelques années, mais après on est habitué. C'est comme de dire qu'Arsenal finit 4e, c'est des blagues qui commencent à être
habituelles qui sont totalement fausses d'ailleurs. Mais... Non, le problème c'est que c'est des blagues qui se passent même parmi nos soi-disant supporters. Donc, il y a une certaine forme de cynisme et de sarcasme qui s'est installée depuis quelques années sur plusieurs sujets qui devient assez désagréable en fait. Je vois de quoi tu parles. Et notamment, sur nos propres joueurs ou sur le mercato, de dire que Wenger, il dépense jamais, qu'il est radin, blablabla. Après aussi, qu'on perd nos meilleurs joueurs, on va peut-être arrêter sur ces sujets-là, parce ça fait quelques années que c'est plus le cas, donc il faudrait peut-être arrêter de vivre dans le passé. On parlait encore récemment, oui, laissez partir Nasri à des bailleurs, j'ai dit, mais faut arrêter avec ça. On a laissé partir Oleg Louzny aussi, donc ça prend des proportions assez ridicules. Van Persie. Oui, voilà, mais il faut arrêter avec tout ça, quoi. Faut arrêter de vivre dans le passé. Certes, les trophées et la Première Ligue, ça fait longtemps qu'on l'a pas gagné, mais c'est pas en restant sur ces modes-là qu'on va avancer non plus. Après, pour en revenir à notre mercato, pour l'instant, on a fait un mercato assez rapide, donc ce qui change de nos habitudes. On a validé Kolasinac assez rapidement, même si il y a eu plusieurs offres pour lui, que ça soit d'Italie ou de Manchester City, qui lui proposait aussi des sommes assez astronomiques, on lui sert quand même un gros salaire. Donc après, je pense que il va nous apporter aussi des choses qui nous manquaient sur le plan du comportement et sur le plan mental aussi, pour c'est vrai. Un peu de caractère. Sur certaines phases de jeu, certains matchs ont manqué beaucoup de caractère. Lui et Pic Xhaka, il y a de quoi faire quand même sur le terrain. De ce point de vue-là. Caractère, voire même de testostérone, pour pas parler plus bas que ça. Mais après, c'est clair que c'est assez rare aussi d'entendre Wenger dire qu'il a trop de joueurs à sa disposition. Là, évidemment, c'est le cas. Il y a des joueurs, donc tu parlais de Lucas Perez. Bon, je vais revenir aussi dans quelques instants, mais je parle aussi de Mathieu Debuchy, par exemple, qui a complètement disparu de la circulation, que ce soit dans le groupe, mais aussi pour les festivités l'année dernière de la FA Cup ou même là du Community Shield. Il est complètement introuvable, donc je sais pas quel est le deal avec lui. Il joue en 23, 21, je sais pas quoi là. Il joue, mais bon. Certes, mais bon, il est quand même censé être présent pour les festivités quand même. C'est assez énigmatique ça. Ça je comprends pas. Mais il avait fait une sortie à la presse en disant que c'était injuste ce qu'il subissait à Arsenal. C'était l'année dernière, je crois. Il avait fait parce que Wenger a fermé la porte quand Van Gaal voulait recruter à Manchester. Donc il a pas digéré ce truc-là. Après, il a pas craché dans la soupe non plus. Après, s'il joue pas, c'est qu'il a plus le niveau. Il est plus dedans non plus. Donc. Là, je pense que Arsenal en fait est bloqué. En gros, l'idée c'est quoi ? C'est qu'on recrute des joueurs que s'il y a des départs. Je crois que c'est ça l'idée en fait d'Arsenal. Mais le problème, c'est que des joueurs comme Debuchy, tiens, tu en parles, Gibbs notamment. Le problème, c'est que ces joueurs-là, ils veulent pas partir. Il y a Gibbs qui a refusé, je crois, des contrats dans des clubs anglais. Je sais plus les noms. Je saurais plus te dire. À West Brom ou Norwich. Ouais, voilà, Norwich. Bon, après, c'est ce qui se dit. Après Gibbs aussi, c'est différent parce qu'il est là depuis qu'il a 4 ans. Il connaît, c'est sa maison, quoi. Donc, oui, c'est sûr. Oui. On peut comprendre aussi. Après, il faut aussi penser qu'il faut qu'on inscrive des joueurs sur les listes d'enregistrement qui sont formés au pays. Donc, ça rentre aussi peut-être en ligne de compte. Après, Gibbs, ça n'a jamais été un problème pour nous. On sait que il progresse pas des masses non plus, mais tu l'as jamais entendu dire du mal du club ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas non plus le joueur qui va nous rapporter 70 millions et qui va nous permettre une arrivée extraordinaire. Donc. Tu sais, les latéraux anglais, ça coûte de plus en plus cher. Hein. Les latéraux tout court, ça coûte cher maintenant. Ouais, c'est vrai. Dans Herrera. Mais pour en revenir à ce que tu disais en ouvrant le sujet, c'est vrai que Lucas Perez, c'est assez énigmatique parce que le peu de fois où il a starté en coupe, par exemple, il a toujours montré de belles choses. Il a toujours mouillé le maillot, il a toujours été présent quand on a demandé quand on lui a demandé de s'investir. Après, il a un traitement qui peut paraître assez particulier. Peut-être que ça vient du fait que le board avait mis la pression à Wenger pour recruter un attaquant l'année dernière, que Wenger n'était pas très chaud, qu'on lui a légèrement forcé la main. Il s'est dit tiens, je vais prendre le petit là. Ouais. Possible, donc on sent que c'est pas quelqu'un sur lequel il compte énormément. Il le dit lui-même, je l'adore, c'est un très bon joueur. Malheureusement, je peux pas lui donner le temps de jeu qu'il mérite. Alors c'est vrai que pour en revenir à l'exemple
que tu citais et qui commence aussi à faire grincer pas mal de dents. Theo Walcott n'a pas ce traitement-là, par exemple. Pourtant, je pense que c'est un garçon qui manque de remise en question depuis quelques années, parce que au niveau de sa progression, elle s'est arrêtée il y a 4 ans en fait. Ouais. Elle s'est arrêtée aussi du fait qu'il a demandé à jouer en avant-centre, ce que Wenger a accepté, lui a montré plusieurs fois, il l'a titularisé à ce poste, ça n'a jamais rien donné parce que sa finition est mauvaise. Ses déplacements sont pas toujours idéaux non plus. Et l'année dernière, il s'est dit bon, ok, pas de souci, je repasse sur les droits, il n'y a pas de problème. Il y a un groupe de joueurs en fait qui donnent l'impression qu'ils sont, zone de confort. Je vais pas dire chouchoutés, mais voilà, ils sont dans un confort, ils se sont jamais remis en question, et du coup, ils sont là et ils peuvent donner l'impression de parasiter le groupe, comme Walcott ou à moindre mesure Aaron Ramsey, qui pour moi n'a pas non plus la progression qu'il aurait dû avoir. Ouais. Peut-être par manque d'investissement aussi, mais Lucas, oui, malheureusement, il va nous quitter. On lui a retiré son numéro pour le donner à Lacazette. Après, ça me paraît étonnant. Sa sortie, il dit que le club l'a maltraité, que c'est pas normal, que le numéro n'était pas au courant. C'est une stratégie, ça. C'est évidemment faux. Je pense pas que le club ait pu se permettre de faire ça. Ça m'étonnerait fortement. Et au niveau des arrivées, pour en finir avec le mercato d'Arsenal, au niveau des arrivées, qu'est-ce que tu espères ? Bon, il y a pareil, au niveau des arrivées, on a tout le temps les mêmes soi-disant infos, enfin soi-disant rumeurs. Bon, là, il y a la case Lemar quand même qui revient assez fortement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Max, du coup, de ça ? Alors déjà, dire qu'Alexis Sanchez y reste, hein, ça sert à rien. Continuer à lire des trucs, Paris, machin, bidule, parce que ça commence à devenir un petit peu fatigant aussi. Bon, peut-être qu'on va s'asseoir sur de l'argent et qu'il partira libre l'an prochain. C'est pas grave, c'est pas un souci. Voilà, alors en termes d'arrivée, oui, on est sur, il y a toujours le dossier Lemar qui a été mis pour l'instant entre parenthèses, puisque il faut dégraisser. Peut-être qu'on aurait peut-être dû commencer par le dégraissage d'abord. Ouais. Il aurait peut-être paru un peu plus logique dans une stratégie même économique. Mais non, après, il y a pas. Là, c'est assez calme en termes de pistes et de rumeurs. On n'a rien de spécial. Après, je pense qu'on va partir. On a laissé partir Emiliano Martinez à Getafe en prêt. Donc, on va partir avec Ospina et Petrocek en 1, Ospina en 2 et le jeune Matt Macy en 3. Donc, il y aura pas de gardien, il y aura pas d'arrivée non plus. Je pense que ça sera lié à d'éventuels départs. Si on parlait de Gabriel à Valence. Si on laisse partir un défenseur central, peut-être qu'on bougera sur quelqu'un, je sais pas. Après, Lemar, c'est toujours... à mon avis, ça se fera ou pas, mais ça se décidera dans les derniers jours du mercato. Ouais, faut voir. Pour Arsenal, c'est vrai que là, il y a plus trop d'infos. Enfin, c'est en stand-by avec la pré-saison, notamment. Je pense que c'est lié quand même. On va passer à Chelsea, puisque en fait le format c'était 45 minutes, mais comme prévu on dépasse un petit peu. On va passer du temps sur Chelsea quand même. Cédric, du coup, quelles seraient tes attentes mercato ? Rappelle-nous quand même les arrivées qu'il y a eu à Chelsea et quelles sont les volontés de Conte de ce point de vue-là. Bon alors d'abord il fallait remplacer Begovic qui a été ça a été la première signature. On a pris Willy Caballero qui a quand même fait une saison relativement intéressante pour un gardien B à Manchester City. Donc ça a été vite fait. On a eu Antonio Rudiger pour de la AS Roma pour 40 millions. On a eu Tiémoué Bakayoko qui est arrivé pour 45 millions et on a eu Alvaro Morata pour les prix sont assez indécis, mais normalement on évalue plus ou moins à 67 millions d'euros l'arrivée. Donc en fait, pour l'instant, je dirais que c'est un mercato qui était réussi. Maintenant, il va voir bien sûr ce que donneront ces joueurs. Mais pour la suite, Gary Cahill l'a dit. Le problème, c'est pas la qualité, c'est la quantité. Parce que bon, l'année passée, on pouvait se permettre d'avoir un effectif réduit, dans le sens où on n'avait que la première ligue vraiment à jouer, outre les 2 coupes d'Angleterre, ça c'est sûr. Mais bon voilà, on n'avait pas la Champions League là, donc là maintenant il va falloir vraiment chercher dans la profondeur de notre banc, voire même un banc qui pourrait dépasser les titulaires. Moi je pense en défense, je pense qu'on est bien, même si j'entends des grandes rumeurs à propos de Virgil van Dijk qui a forcément transmis sa transfer request juste hier dans un communiqué officiel. Donc forcément Liverpool et Chelsea sont en
pole position, on va dire. Vous avez trop de Enfin, je veux pas dire, mais Van Dijk il va pas jouer sur le banc, quoi. Il va pas être sur le banc. Tout à fait. Tout à fait. Ce serait, je trouve que ce serait un achat inintéressant dans le sens où en plus on a Andreas Christensen qui est quand même là. On a Antonio Rudiger qui est arrivé. Voilà, dépenser 77 millions d'euros pour un défenseur central comme Virgil van Dijk qui finalement n'a jamais vraiment. Bon, c'est Southampton, c'est un chouette club. Ça, j'ai toujours apprécié parce que c'est un club qui finalement vend, mais arrive toujours à se retrouver dans le top 8 de Première Ligue. Mais bon, voilà, ce serait dommage. Donc au niveau défense, moi je m'attends à pas grand chose dans mon 3. Dans le 4 par contre, sur les latéraux, ça c'est clair que c'est voilà, c'est ce qu'il va falloir changer quelque part. Que ça soit un latéral droit, un latéral gauche ou Azpilicueta, de toute façon c'est joué dans les deux cas, voilà. Mais il va falloir très certainement un renfort. Alors moi j'entends des Serge Aurier, j'entends des CBD de Monaco, j'entends plusieurs pistes qui s'activent, mais aucune vraiment encore concrète. Mais c'est clair qu'il va en falloir un, que ce soit à côté droit, que ce soit à côté gauche. Mais même si j'ai plus confiance éventuellement très subjectivement en Victor Moses qu'en Marcos Alonso. Bon, côté gauche, de toute façon, les pistes ont tous été piquées, hein, j'ai envie de dire, par Manchester City, qui a pris Benjamin Mendy, qui a sorti Walker, qui a sorti Danilo pour la droite. Toutes des pistes qui finalement étaient ciblées par les Blues, mais qu'on s'est gentiment fait prendre. Après, Max te donne Gibbs gratuit, hein, si tu veux. Ah non, même pas, non. Même pas oh. Non. Ça serait marrant quand même. Hein. Plus de transfert entre Chelsea et Arsenal, ça suffit. Ah ouais, non, bah écoute, c'est vrai que bon, on pourrait, mais voilà, je pense que de toute façon au niveau du milieu, je vois la concrétisation de l'arrivée de Drinkwater de Leicester pour remplacer Matic. Une option intéressante pour le banc, en effet. Peut-être que Drinkwater va avec Kanté. On a vu que ça avait bien donné l'année de leur sacre époustouflant. Hein. Donc voilà, je pense que Drinkwater, je pense c'est bien parti. Le directeur du club quand même sont en discussion selon les rumeurs, mais je pense que c'est quand même pas nouveau. Donc voilà. Donc au niveau du milieu, pour moi, il y a pas trop à s'inquiéter, mais oui, c'est vraiment au niveau des latéraux. Devant, avec le retour des deux Nazar, avec Alvaro Morata et Michi, je pense qu'on a largement assez. On a Pedro et William éventuellement pour le côté droit qui peuvent se disputer la place, sans oublier quand même nos jeunes. On va voir ce que Antonio Conte va en faire, mais Charlie Muzunda, qu'est-ce qu'il va en faire, hein? C'est une grande interrogation. Donc oui, il y a condition qu'on recrute un milieu, je dirais un voire deux latéraux et pas spécialement des top classes mondiales. Hein. J'ai pas demandé un Alexandro à 80 millions d'euros, c'est même pas suffisant. Moi je pense que votre 11 il est quand même voilà, il est valable hein, pour la première ligue. Il est là tout à fait. C'est pour la densité du calendrier, c'est pas la même que l'année dernière. Si vous voulez jouer toutes les coupes, bon, je pense que la Coupe de la Ligue, par exemple, vous allez faire jouer plutôt une équipe bis, mais pour la Ligue des Champions et le championnat, il faut avoir une profondeur de banc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est clair. Surtout avec l'identité parce que Antonio Conte parle souvent de ça. Il parle d'identité du football de Chelsea. Il veut que quand on regarde un match de Chelsea, on voit que c'est Chelsea qui joue. Donc voilà, c'est un jeu très 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 basé sur le pressing qui a été impressionnant. On voyait vraiment et même parfois dans le Community Shield, même si on est en pré-saison, on commençait déjà à revoir de temps en temps cet aspect de deux joueurs offensifs qui allaient chercher ce ballon loin derrière sur un latéral. Et voilà, un pressing important qui est d'ailleurs un peu retourner la situation en fin de première période. Donc c'est vraiment ce jeu qui a fait que Chelsea, pour moi, a fini champion l'année passée. Donc à ne pas perdre, mais comme dit, voilà, la Ligue des Champions en plus, il va falloir tourner parce que bon, même si notre effectif a rajeuni par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années, avec forcément les Drogba, les Lampard, les Ivanovic, les Ashley Cole, bon, c'était quand même des joueurs qui avaient 30 piges et plus, donc qu'il fallait trouver une méthode de rajeunissement. Ça a été bien fait, je trouve. On a quand même su bien transférer la chose. Maintenant, reste à savoir si justement certains joueurs ont le niveau aussi pour jouer en Champions League, quoi. Est-ce que nos latéraux en sont capables? Est-ce que finalement
Je pense que le reste ça va, mais voilà, au niveau offensif, niveau défensif, c'est vraiment à voir. Je pense que cette saison va être un peu une saison révélatrice en fait pour Chelsea. C'est une saison qui va soit on retombe là où on en était il y a 2 ans, donc c'est-à-dire que si on ne change pas de totalement de style à chaque année, ben ça marche pas. Soit au contraire, ben on va enfin trouver une stabilité, parce que bon, beaucoup de gens en Angleterre pensent qu'Antonio Conte ne finira pas cette année à Chelsea. On a eu Carragher qui l'a dit encore dernièrement. Il serait très surpris de voir de voir. Oui, voilà, c'est clair. C'est entre autres. Faut pas laisser parler. Tout à fait. Toi, non, tu tout à fait. fait. De Liverpool, Conte, c'est un bon rien, etc. Donc. non, c'est sûr que c'est pas toujours des références. Voilà, c'est juste des avis, on va dire, de différents Anglais que j'ai entendu surpris qui seraient surpris de voir Antonio Conte terminer. Moi, je vois bien Antonio Conte, en tout cas faire cette année, ça c'est sûr. Surtout que sa famille va quand même arriver à Londres. Bon, après, on n'est jamais à l'abri forcément d'un écartement, mais je pense que globalement le mercato est réussi. Il va falloir laisser le temps aux joueurs, changer de système avec une nouvelle arrivée, je ne sais pas. Est-ce que Drinkwater pourrait éventuellement apporter quelque chose et on pourrait passer en 3-5-2 avec une attaque Alvaro Morata-Michi en doublette avec un César Azpilicueta placé sur la gauche. Enfin, on verra bien. Je pense que après, au niveau de Conte, moi je suis plutôt d'avis que ça va être quelqu'un qui va rester, quoi. En plus, comme tu dis, il a le discours de l'identité de Chelsea. Il a une volonté de marquer de son empreinte quand même. Il a re-signé un nouveau contrat, mais on le rappelle que ce nouveau contrat, c'est une revalorisation finalement. Je crois que c'est le nombre d'années ne change pas. Mais voilà, c'est aussi une marque de confiance de la part d'Abramovich aussi. Bon voilà, du coup on a, si je comprends bien, on a deux opposés en fait. On a une équipe de Chelsea qui manque de quantité et peut-être un peu de qualité sur les côtés selon Cédric. Et d'un autre côté on a Arsenal selon Max et selon Wenger aussi, qui a trop de quantité et qui pourrait peut-être s'améliorer au niveau qualitatif. Les cibles de Lemar par exemple sont un exemple pour pallier un peu aussi l'absence de Cassor là. Donc voilà. Donc au niveau du mercato, vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, messieurs? Bon, écoute, je vais juste un mot sur nos jeunes finalement qui malheureusement n'ont jamais vraiment su percer à Chelsea et c'est bien dommage. Je pense qu'on n'a pas laissé assez la chance à certains. Après, c'est vrai que c'est difficile dans un club comme Chelsea de montrer quelque chose, mais bon, on a bien vu qu'Arsenal que c'est possible. On a vu Iwobi qui a quand même fait un excellent match et qui va peut-être faire quelque chose cette saison. Donc voilà, Arsenal qui joue quand même avec des jeunes joueurs qui viennent de parfois du centre de formation ou non, mais voilà, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, qui pourrait être aussi une solution, mais qui n'est pas une solution envisagée du côté du club de Roman Abramovich, quoi. Ouais, on verra bien. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un problème ça. Max, un dernier mot peut-être sur le mercato d'Arsenal. Écoute, on va voir. Tout va dépendre des départs qui vont avoir lieu en fait. Donc on est un petit peu bloqué par rapport à ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais il est évident que plusieurs joueurs vont devoir nous quitter, ça c'est sûr. Après ça, je pense que ça va être l'année de la confirmation pour certains aussi, comme Mustafi ou Xhaka, pour lesquels j'ai beaucoup d'espoir cette année. Il y a Jack Wilshere, on va savoir ce qui va advenir de lui cette année. Je pense qu'il va rester et qu'il va faire le nombre dans la rotation. Oui. Donc là-dessus, ça fait aussi plaisir de le revoir, même si je lui vois pas un avenir très lointain au club. Santi qui reviendra dans quelques mois. Mais bon, ça sera sûrement pour ces dernières années, malheureusement. Après, on avait plusieurs joueurs à vendre. Joel Campbell qui était destiné à partir, s'est fait le genou avec le Costa Rica, donc ça fait un départ en moins possible. Iwobi pour revenir à ce que disait Cédric, oui, il a fait un bon match. Après, il était sorti du groupe quand on a changé de système. On le voyait plus trop, donc il va falloir aussi que lui se mette au diapason et confirme les bons espoirs placés en lui depuis l'année dernière. Beaucoup de responsabilités, donc et Iwobi, c'était peut-être le fait qu'il n'était pas assez complet, notamment sur les aspects défensifs, il était exactement trop limité.
défensivement, c'est pas son jeu. Donc voilà, on verra bien, on verra bien pour Arsenal, le 31 août ce qui va advenir. Ouais, du coup, oui, vas-y. Non, je disais pour l'instant, je suis satisfait du groupe qu'on a, même si les départs vont affiner tout ça. Ouais, c'est vrai. Bon les gars, du coup, on va terminer là-dessus. Donc je vous remercie pour la participation. Donc on a parlé de Community Shield, de la Première Ligue, surtout centré sur vos clubs et du mercato. Voilà, donc c'était notre premier podcast, c'était super sympa. Merci à toi Cédric, merci à toi Max d'avoir participé. Merci à toi. Cédric, pour French Blues, je te laisse faire une petite promo pour le site internet et puis pour le compte. Bah écoute, voilà, on a une communauté vraiment pour l'instant uniquement basée sur la formation par rapport à Chelsea. Donc on y consacre des articles, on va dire sur les jeunes, sur les déclarations, la traduction des conférences de presse, analyse même des conférences de presse, principalement pour l'instant axé sur le mercato, les dernières rumeurs. On essaye de trier ce qui est vrai ou pas. On n'hésite pas à donner parfois notre avis sur la probabilité d'une rumeur. On ne fait pas que la transmettre. Et à chaque fin de match, on fait un compte rendu, on le permet à ceux qui viennent sur notre site de noter eux-mêmes les joueurs. On en fait une moyenne et sur base d'avis experts, sur base de commentaires anglais, sur base de l'avis surtout de ceux qui ont voté sur notre site internet et sur ce que moi j'observe, j'essaie de faire une moyenne et de donner des notes de chaque joueur. Donc c'est toujours intéressant de comparer un peu les avis par rapport à ce qu'on a vu, quoi. Sinon, un site vraiment dédié à l'actualité des Blues, quoi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à French Blues. Pour Max pour Arsenal French Club, deux petits mots sur votre projet. Écoute, toujours aussi actif sur Facebook ou Twitter. Donc sur Facebook, on approche les 45 000 followers, donc c'est ce qui est un chiffre énorme, hein, c'est super. Ça confirme tout le travail qu'on arrive à faire, donc c'est super agréable. Voilà, donc toujours à l'affût sur le mercato jusqu'à la fin du mois. Le début du championnat, donc on va reprendre nos petites habitudes, les articles, les comptes rendus d'après match, les notes des joueurs. Les petites interviews des conférences de presse, les petites traductions par contre des confs de presse, des petites interviews. On a pas mal de projets en cours aussi, dont pour l'instant on garde le secret. On a le jeu concours grâce à une petite Fantasy League qui rajoute un petit peu d'un petit côté sympa pour partager un peu notre passion avec tout le monde. Et voilà, donc toujours aussi heureux de partager tout ça avec les gens qui aiment Arsenal. Bon super, alors abonnez-vous à Arsenal French Club également. Puis moi je vais venir ma petite promo vite fait, God Save the Foot, donc site internet, forum également. On vient de lancer notre podcast et donc cette semaine le site internet godsafethefoot.fr va être relancé avec une nouvelle équipe de rédacteurs qu'on va vous présenter très rapidement. Je vous remercie auditeurs et puis à vous spécialement Cédric et Max d'avoir participé au podcast. Écoute, il faudra me donner l'adresse de Max pour que je puisse envoyer un verre en tant que bon perdant de notre. Arrangez-vous tous les deux, il n'y a pas de souci, Avec plaisir. Puis bonne saison. Bonne saison, bonne reprise aux auditeurs et puis à vous Chelsea et Arsenal, et puis on se dit à une prochaine pour un deuxième volet de podcast après la reprise de Première Ligue. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ouais.